Bonjour à tous et bienvenue dans ce 5e épisode du guide de survie du thésard. Si vous n'avez aucune idée de ce sur quoi vous êtes tombé, je vous conseille d'aller voir l'épisode 0, qui sert d'introduction et puis de mode d'emploi un petit peu, et puis de faire les épisodes dans l'ordre. Pour les autres, nous sommes sur le dernier épisode consacré au matin. Nous avons déjà consacré 35 minutes à diverses tâches, allant des petites qui ne demandaient presque rien en termes de temps ou d'énergie, aux items les plus demandeurs. Le corps est dérouillé et prêt à affronter l'extérieur, le cerveau est désembrumé, autant que possible, et le mental est placé sur les bons rails. Il est temps d'absorber un peu quelque chose pour mettre du carburant dans la machine et se lancer dans la journée. Il faut que je vous raconte une histoire. C'est l'histoire de comment on en est venu à croire que prendre des vitamines, en particulier la vitamine C, ou encore des minéraux en complément comme le sélénium, nous aide à rester en bonne santé. Alors je préviens tout de suite, je vous mets un article en description, toutes les études dont je vais parler à partir de maintenant sont dedans, c'est pour pas vous noyer sous les essais. Tout commence avec un bonhomme, et pas des moindres, Linus Pauling, 2 fois prix Nobel. Le premier est le prix Nobel de chimie, qu'il a reçu à juste 30 ans pour la découverte d'une 3e forme de liaison de la matière, les liaisons chimiques. Je ne vais pas m'étendre sur la découverte de Pauling parce qu'elle est tellement complexe qu'à sa sortie, même l'éditeur scientifique n'a trouvé personne qui soit à niveau pour en faire la peer review. Donc c'est pas moi qui vais vous l'expliquer là maintenant. Disons juste que son travail sur ce point n'est toujours pas remis en question à l'heure actuelle et l'a amené à être le père fondateur de la biologie moléculaire, rien que ça. En 1962, il reçoit le prix Nobel de la paix pour son opposition à la guerre du Vietnam, dans laquelle il a embarqué le plus d'autres prix Nobel qu'il pouvait, afin de faire porter la voix du pacifisme, et aussi pour avoir confronté le gouvernement américain sur les effets potentiels sur la santé humaine des essais nucléaires, aboutissant au traité d'interdiction partielle des essais nucléaires. Donc en plus, c'est un type bien quoi. Comment ça a pu merder à ce point? À cause d'un truc terriblement humain, la peur de mourir. À 65 ans, Pauling dit dans un congrès qu'il aimerait vivre 25 ans de plus pour voir ce que la science va encore accomplir. Et à son retour, il reçoit une lettre d'un type qui se fait appeler Dr Stone, mais qui n'est ni docteur ni médecin, qui lui dit que s'il prend 3 grammes de vitamine C par jour, il vivra non seulement encore 25 ans, mais sans doute bien plus. À partir de là, Pauling va devenir obsédé par la vitamine C. Il publie des articles, encourage le public à prendre des doses qui vont de 50 à 300 fois la dose recommandée, disant que ça soigne d'abord le rhume, et puis la grippe, et puis finalement un peu tout et n'importe quoi. Ses collègues ne sont pas aussi enthousiastes, on va dire. Bien sûr, vu le pédigré du bonhomme, il est pris au sérieux. Et du coup, des études sont faites pour vérifier ce qu'il avance. Mais rien n'y fait. La vitamine C ne soigne pas le rhume, ni la grippe. Ça ne fait pas guérir plus vite ou avoir moins de symptômes, et les autres chercheurs commencent même à douter de son honnêteté quand, se présentant en public avec des symptômes visibles du rhume, il évoque des allergies. En 1971, Pauling franchit la ligne rouge en déclarant que la vitamine C à haute dose soigne le cancer et peut permettre de vivre jusqu'à 150 ans. Je vous passe la longue chute de Pauling que plus personne ne prend au sérieux dans la communauté scientifique. Mais comme il continue à parler dans les médias, auréolé de la gloire de ces 2 prix Nobel, les médecins voient de plus en plus de patients leur réclamer des compléments et les chercheurs sont bien obligés de faire des études sur ça aussi. J'ai comme un sentiment de déjà-vu. Vous voyez pas ça, vous? Je vous passe les détails, mais en gros, plusieurs petites études auront lieu qui ne montreront absolument aucun effet. Mais, par la suite, plusieurs grosses études auront également lieu, entre 18 000 et 230 000 patients, surveillant les cancers, les maladies cardiaques, évaluant la vitamine C, mais aussi la vitamine E, le bêta-carotène ou la vitamine A, puisque Pauling a évolué sur ces dires entre-temps. Et ces études vont trouver que les patients recevant les compléments meurent plus que les autres. C'est un peu la stupéfaction dans la communauté scientifique. Que ça ne change rien, ok d'accord, mais personne ne s'attendait à ça. Alors, que se passait-il? Vous avez sans doute déjà entendu parler des antioxydants, ces molécules qui préviennent les dommages et la mort des cellules, et tous les compléments testés étaient de cette trempe-là. Or, parfois, la mort des cellules dans un organisme en bonne santé, ça a du bon.
Lorsqu'on empêche les cellules les plus fragiles de mourir, il est possible que survivent des cellules au matériel génétique endommagé ou déjà mutantes. Et une cellule mutante qui survit et qui se multiplie donne ce que l'on appelle un cancer. En 1980, lorsqu'on demandait à Pauling si des hautes doses de vitamines pouvaient avoir des effets secondaires nuisibles, il répondit « Non, aucun ». 7 mois plus tard, sa femme qui suivait le même régime que lui meurt d'un cancer de l'estomac. Ça ne le fera pas bouger dans ses opinions. Il continuera à prendre ses vitamines à dose démentielle pour finalement la suivre dans la tombe quelques années plus tard, emportée par un cancer de la prostate. Vous n'avez pas besoin de compléments alimentaires ou de vitamines pour être en bonne santé si vous ne présentez pas de carence ou ne vivez pas dans un milieu susceptible d'en générer. Si vous pensez avoir des carences, et ça peut être grave, il n'y a qu'à voir dans quel état j'étais lorsque le Covid m'a laissé anémier. Parlez-en à votre médecin qui vous prescrira des analyses. Si vous optez pour un régime végétalien, supplémentez-vous en B12. C'est la seule vitamine introuvable dans l'exception végétale. Si on accepte le recours aux aliments artificiellement enrichis en B12, qu'on trouve surtout en Amérique du Nord, mais en vrai, ça commence à arriver un petit peu aussi dans l'Hexagone. Et elle est aujourd'hui facile et pas trop chère à se procurer. À noter que vous pourrez également avoir besoin de suppléments en cette vitamine si vous êtes végétarien ou mangez très peu de viande. Mais là, ce sera vraiment au cas par cas. Je vous mets une source en description pour vous y retrouver. Si vous devez étudier ou travailler dans une région avec un ensoleillement faible, genre l'Estonie où la nuit fait 18-19 heures en décembre, par exemple, voyez avec votre médecin pour une supplémentation en vitamine D. Enfin, bien évidemment, si vous devez vivre sur des terrains pauvres en certains aliments, si vous êtes enceinte ou prévoyez de l'être, ou si vous souffrez d'une pathologie impliquant l'alimentation, eh bien, consultez en prévention et prenez ce qu'on vous donne. Vous n'avez pas besoin du reste. Avec la quantité de café ingéré par les chercheurs, la science doit énormément de ses avancées à la Colombie. Il s'agit probablement de la substance psychoactive la plus consommée au monde, bien loin devant l'alcool, ce qui est quand même plutôt une bonne nouvelle, on va pas se le cacher. Sur le café, on a lu et entendu tout et son contraire, et surtout des trucs qui font un peu peur. Alors, aujourd'hui, on va faire un petit point pour résumer. En l'état actuel de nos connaissances, la consommation de café modérée, c'est-à-dire entre 3 et 4 tasses par jour, ouais, on sent que ce sont des chercheurs qui ont fait l'étude, ne présente aucun risque à 2 exceptions. Les femmes déjà à risque de fracture osseuse d'un côté, chez qui la consommation augmente ce risque qui est déjà présent, et les femmes enceintes de l'autre, avec principalement un risque de faible poids de naissance, mais c'est surtout pour les consommations au premier et au second trimestre. Plus rassurant encore, il existe des corrélations significatives entre la consommation de café et une plus faible mortalité. Donc, à moins que vous ne commenciez à en boire 3 cafetières par jour, ce qui arrive, ne nous voilons pas la face, ça ne peut globalement pas vous faire de mal. Et je dis globalement, car comme tout, quand on commence à regarder un petit peu dans le détail, ça peut être un peu plus complexe que ça. Contrairement à une idée reçue, le café n'est pas particulièrement agressif pour l'estomac ni les intestins, mais il peut aggraver les symptômes de personnes souffrant déjà de reflux gastrique. Attention donc si c'est votre cas. De la même manière, soyez prudent si vous souffrez déjà de troubles anxieux, car une consommation au-dessus de 300 mg de caféine par jour semble aggraver les symptômes. Mais on a aussi des éléments solides qui montrent que c'est bénéfique en cas de dépression. Donc choisis ton camp, camarade. En ce qui concerne cette fois-ci les cancers, il y a plusieurs choses à souligner. Déjà, alors qu'il était suspecté d'être un facteur de risque dans le cancer de la vessie, les études ont finalement conduit à son retrait de la liste 2B, les cancérigènes possibles, du Centre international de recherche sur le cancer. Sur la consommation de café, elle existe encore comme facteur de risque, mais uniquement dans les cas où il est consommé trop chaud, puisque c'est la consommation de liquide supérieure à 65 degrés Celsius qui est toujours, quant à elle, classée 2A, probablement cancérigène chez l'humain, pour le cancer de l'œsophage particulièrement. Pour tout le reste, les données tendent plutôt à trouver un effet protecteur, non seulement contre le cancer, mais aussi contre Parkinson, les accidents cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux et peut-être l'hypertension, puisque les études là-dessus recommandent soit de consommer plus de 3 tasses par jour, soit aucune. Donc on va dire qu'on prend ça avec recul.
Donc si vous êtes friand de café, ou de thé. Je rappelle que la théine, c'est jamais que la caféine sous un autre nom, hein. Ne vous privez pas. Il s'agit de quelque chose de globalement bénéfique pour votre organisme et hormis quelques particularités de santé qui doivent vous amener à en parler avec votre médecin, il n'y a pas de risque à une consommation modérée. Modéré comme on l'entend dans le monde académique, quoi. Et si vous vous demandez s'il y a en revanche de bonnes raisons de consommer du café, même si on n'en est pas plus fan que ça, je vous répondrai que cette vidéo est déjà beaucoup trop longue, donc je reviendrai sur ce point-là plus tard. Oui, on va reparler du café dans l'épisode 7. Vu ce qu'est la recherche, on était obligé. Vous l'avez tous entendu des milliers de fois, mais le petit déjeuner est-il réellement le repas le plus important de la journée ? La réponse, encore une fois et sans surprise, est plus complexe que juste oui ou non. Un repas le matin avant de commencer la journée est important chez les enfants, en tout particulier ceux en bas âge. Mais on va considérer ici que je parle à des adultes, car les enfants en bas âge n'ont rien à faire sur YouTube. Chez l'adulte, le petit déjeuner est un repas particulièrement important si vous exercez une profession physique, dangereuse ou demandant la conduite de machines, à cause du risque de malaise lié à l'hypoglycémie. Si vous appartenez donc à cette catégorie, ne vous mettez pas en danger pour gagner 10 minutes de sommeil. Et mangez. On va voir plus précisément quoi juste après. Pour ce qui est des thésards, qui sont plus souvent sur des tâches intellectuelles demandant un cerveau qui tourne, le fait d'être en situation de jeûne depuis le dîner la veille dès le matin conduit à une mémoire de travail plus aléatoire et une énergie mentale plus faible. Pour autant, attention! En termes de performance comme en termes de santé, il est plus simple de sauter le petit déjeuner que de manger n'importe quoi. Ainsi, l'absorption dès le matin d'une quantité trop importante de sucre rapide, ce qui est très fréquent dans un petit déjeuner à base de céréales industrielles ou de produits très sucrés, oui, le Nutella, c'est à toi qu'on pense, augmente le risque de syndrome métabolique. Les bonnes performances observées chez les individus qui déjeunent sont toujours liées à la présence importante de sucre lent, en particulier ceux issus des céréales complètes au détriment des sucres rapides. La traditionnelle tartine est ainsi bien placée, mais vous pouvez aussi vous faire un full croque-monsieur si vous sentez l'humeur d'un chef, ou si vous êtes équipé d'un colocataire qui se croit dans Food Wars, ou pencher vers les crêpes et autres pancakes si vous êtes malgré tout du genre sucré, voire pour le bien national croissant si vous alliez avec modération et que vous faites vos études en France. Sinon, croyez-moi, n'essayez même pas, c'est un truc à déclencher un nouveau conflit armé. Dans l'ordre, votre choix devrait donc se porter sur 1. Tartine et compagnie. 2. Rien. 3. Les chocs à pic. Sachant que c'est votre base, vous pouvez toujours compléter par un produit laitier ou un fruit. Sauf la banane c'est Satan, si le cœur vous en dit et que ça vous fait plaisir. Dans la mesure du possible, essayons donc de prendre de quoi donner à votre cerveau l'énergie nécessaire à un fonctionnement efficace. Mais si pour une raison quelconque, vous avez du mal à faire ce repas, depuis le manque de temps jusqu'à la perte d'appétit, voire les nausées matinales, il vaut mieux ne rien prendre et emporter un casse-dalle pour 10 heures, hein, ne restez pas en situation de jeûne, c'est une connerie, que de manger n'importe quoi à tout prix. Pour ma part, je sais que lorsque je commence très tôt, il est fréquent que j'emporte mon petit déjeuner au labo et que je m'y attelle après la première session de travail du matin. Ça ne pose aucun problème. En revanche, pas question de partir en expédition dans la neige, le ventre vide. C'est un coup à finir en Mr Freeze. Voilà, c'est tout pour ce qui est du matin. Ça nous aura pris 50 minutes, mais à ce stade de la journée, vous êtes prêts à affronter le monde extérieur dans les meilleures conditions physiques, émotionnelles et intellectuelles possibles. Comme d'habitude, tous les liens des études et des ressources sont disponibles dans la description. N'hésitez pas à y jeter un œil pour avoir plus de détails sur la ou les parties qui vous intéressent plus particulièrement. Quant à moi, je vous dis à très vite pour le prochain épisode où on va s'attaquer au reste de la journée. Prenez soin de vous.